Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, du Q&A même. Je vais essayer de pas trop vous tousser dans les oreilles aujourd'hui, mais je suis malade. Je suis encore malade. Ça fait un peu plus d'une semaine maintenant que j'ai un rhume. Rien de grave. Juste quelque chose de pénible. Juste la pénibilité de la toux constante. Mais ça va aller. Je vais tâcher de tenir le temps de ce podcast, en tout cas le temps de cet épisode. Et du coup, je vais y aller directement. On va commencer tout de suite. Et la première question, c'est même pas une question, en fait. Au fait, j'espère que vous allez bien. D'ailleurs, je parle tout de suite de moi et de mon rhume. Mais voilà, j'espère que vous allez merveilleusement bien, comme d'habitude. Et que vous avez aussi du beau soleil chez vous, d'ailleurs. Donc, je disais, la première question n'en est pas une. C'est une conversation que j'ai eue avec une cliente qui était contente d'avoir réussi à rédiger et à rendre un article pour son travail en avance et sans se mettre la pression pour que ce soit parfait. Et ça, c'était super parce que c'est quelqu'un qui est qui est comme moi, qui est certainement aussi comme vous, si vous écoutez ce podcast et que vous raisonnez avec beaucoup des choses que je dis, c'est quelqu'un qui se met beaucoup la pression, en fait, qui se met la pression pour que tout soit parfait, qui est très perfectionniste et personnalité un peu de type A, et pour qui c'est très difficile de lâcher prise, de relâcher sur des détails. Et en fait, le fait du coup qu'elle ait réussi à faire ça, c'était super. On l'a célébré et ça m'a beaucoup fait penser à la loi de Pareto. Et je ne sais pas si vous avez écouté ce podcast depuis un moment, j'en ai certainement déjà parlé. Mais en gros, pour vous remettre un peu dans le contexte, ça dit que 80% des résultats viennent de 20% de nos efforts. Et inversement, donc 20% des résultats viennent de 80% de nos efforts. Et du coup, pour obtenir un résultat absolument parfait et gagner ces 20 derniers pourcents, il faut y mettre 80% de notre temps, de notre énergie. Et on peut se demander, est-ce bien nécessaire? Est-ce bien nécessaire de gagner ces 20 derniers pourcents pour avoir un résultat absolument parfait? Et est-ce que c'est vraiment nécessaire d'y mettre autant de temps, autant d'énergie, autant d'efforts, alors qu'on pourrait tout à fait se contenter d'un résultat à 80% parfait avec moins d'efforts. Donc l'idée, c'est que si on lâche un petit peu de pression et qu'on se contente de ces 80%, on a un résultat qui est tout à fait honorable et on gagne en temps, en énergie et en fluidité dans notre travail. Et ce concept de 80-20, on peut le retrouver dans plein de contextes différents. On va avoir tendance à procrastiner certaines tâches parce qu'on veut faire les choses parfaitement ou pas du tout. Alors qu'on irait certainement beaucoup plus loin dans la vie si on se contentait de 80%. Donc pour vous donner des exemples, on veut perdre du poids, alors on s'interdit tout écart. Et puis on se rend compte que c'est pas tenable d'être à 100% parfait, de s'interdire absolument toutes les choses qu'on aime dans la vie. Alors on lâche tout d'un coup. Et on replonge dans nos habitudes qui ont fait qu'on a le poids qu'on a. Ou bien on s'imagine que ça va vouloir dire que on va devoir s'interdire tout écart, donc on commence même jamais à remettre en question sa nutrition, parce qu'on se dit ah ouais non mais je suis mal dans ma peau, je suis peut-être un peu trop rond, un peu trop ronde. Mais si jamais je voulais perdre, je sais pas, 10 kilos, ça voudrait dire qu'il faut que je mange plus jamais de glace, je mange plus jamais de pizza, je mange plus jamais de chocolat, je mange plus jamais tout ce que j'aime. Donc, autant ne même pas commencer. Et du coup, on est toujours dans cet état un peu d'insatisfaction. Bon, évidemment, tout ce qui est body positivity, c'est tout une autre conversation dans laquelle je vais pas me lancer. Mais je sais que c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous, même si on aimerait se dire non, je m'aime comme je suis, on n'est jamais tout à fait satisfait parce qu'on a tout
un conditionnement qui fait qu'on se trouve toujours un peu trop gros. Mais donc voilà, donc il y a cette idée de si je fais pas les choses à fond, ça sert à rien de les faire du tout. Au lieu de se dire, dans ce cas-là, 80% du temps, je vais manger léger, je vais privilégier les fruits, les légumes, machin truc, et puis je m'accorde des croissants, des pizzas de temps en temps, et ce sera quelque chose qui est beaucoup plus tenable et qui est du coup beaucoup plus voué au succès. Ou alors, un autre exemple, on veut faire du sport, du yoga, de la méditation tous les jours, mais la vie nous met des bâtons dans les roues, alors on lâche tout. Au lieu de se dire, 5 jours par semaine, je vais faire ma routine, et puis je me laisse un peu de mou pour les aléas de la vie. Donc, cette idée de la recherche de la perfection nous use et nous empêche aussi de passer à l'action. En fait, elle nous voue à l'échec parce que la perfection n'est jamais atteignable. Et c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai beaucoup galéré avec ça. J'ai fait de la thérapie pendant des années aussi avec un psy qui essayait de me faire comprendre ça, que mon perfectionnisme me mettait des bâtons dans les roues. Et puis, une fois que j'ai commencé à réussir à implémenter ça, ça a littéralement changé ma vie. J'ai lancé Yoga with Clem avant de me sentir 100% prête. J'ai lancé ce podcast il y a plus d'1 an maintenant, en sachant très bien qu'il était imparfait. Et quasiment tous mes programmes, mes challenges, tout ce que vous voyez que je fais, que je lance, je les lance avant d'en être pleinement satisfaite, parce que sinon je ferai jamais rien, en fait. J'en serai jamais pleinement satisfaite. On se lance et il est toujours possible ensuite de peaufiner, d'ajuster. Et je dirais même que c'est impossible de faire quoi que ce soit parfaitement du premier coup. En fait, on a besoin de ce feedback en conditions réelles pour pouvoir améliorer ce qu'on cherche à faire. On a besoin j'ai besoin de lancer un programme et d'avoir le retour de mes clients pour me dire ça en fait ça me va moins bien, ou ça pourrait être amélioré, voilà. Et puis avec ce feedback, je me dis ok, maintenant je peux améliorer, je peux en faire quelque chose qui est un peu plus proche de la perfection. Donc voilà, et c'est pareil avec tout en fait, avec les routines, l'établissement de routines. Il faut d'abord les lancer et se satisfaire de son aspect imparfait, pour ensuite se dire ah oui, en fait je me suis mis un objectif de 5 fois par semaine, mais c'est un peu trop ambitieux, j'arrive pas à le tenir, je rétropédale un peu, je vais peut-être faire 3-4 fois par semaine, voilà, ce genre de choses. Donc voilà, en gros, lancez-vous et arrêtez de vouloir que tout soit parfait. C'est mon message principal du jour. Ensuite, je vais passer à des vraies questions. Donc, la première question que j'ai, c'est fatigue mentale et tâches ménagères. J'ai une autre question existentielle sur la fatigue mentale et physique pour toi. Avoir une maison bien rangée, c'est reposant pour le mental. Perso, quand c'est le bordel autour de moi dans le salon, j'ai du mal à bien me reposer sur mon canapé, car une partie de moi a envie de tout ranger. Mais passer son temps à ranger, c'est fatigant, voire épuisant, à la fois physiquement et mentalement. Quelle est la solution à ce problème, à part payer une femme de ménage ou vivre dans un appart vide? Alors, je me sens trop gâtée par cette question. Parce qu'ayant tout juste emménagé dans mon nouvel appart et passant beaucoup de temps à l'améliorer, à le transformer pour qu'il soit à mon goût, en prendre bien soin, etc. C'est complètement un sujet qui me passionne en ce moment, j'adore en parler. Donc, je me sens très très gâtée par cette question et par cette opportunité de partager avec vous mes découvertes, mes petits trucs. Alors, je pense déjà qu'il y a tout un monde de nuances entre un appart chaotique et un appartement vide. Et je dis ça parce que si on a trop de trucs, et surtout des trucs qui n'ont pas leur place attitrée, c'est un combat perdu d'avance, en fait, de vouloir avoir une maison bien rangée ou pas chaotique. Parce que ces trucs, ils vont juste traîner là et ça fera du bazar, qu'on le veuille ou non. Donc la première étape, ça va toujours être de trier, de jeter, de donner, de s'assurer que chaque chose ait sa place dans notre espace. Et c'est un truc tout simple, mais que j'ai découvert au gré de mes errances sur le YouTube minimaliste. Mais c'est vrai que c'est tout bête de dire, il faut que chaque objet dans ton appartement
et sa place, qu'il n'y ait pas d'objet que tu ramènes de l'extérieur et que tu poses juste là en te disant bah, je trouverai un endroit plus tard, ou bien je sais pas trop où le mettre, donc je vais le mettre là. Non, non, essaye déjà d'avoir voilà, des objets, enfin une place pour chaque objet, pour que tu aies une chance déjà d'avoir un appartement rangé à un moment, qui a un potentiel d'appartement rangé. Et puis ensuite, j'ai un mantra qui m'aide à garder mon espace en ordre. Et je l'ai partagé à une amie il y a 2 semaines à peu près, et puis elle m'a envoyé un message en me disant qu'elle l'avait adopté, qu'elle l'utilisait déjà super souvent et qu'elle était trop contente du résultat. C'est en anglais, c'est Don't put it down, put it away. Et en français, ça donnerait un truc un peu moins catchy, genre ne le pose pas, range-le. Donc à chaque fois qu'on utilise quelque chose, un objet, au lieu de le poser sur la première surface qu'on trouve quand on a fini avec, on le range. Ça paraît rien, ça paraît bête, ça paraît stupide. Mais quand on commence à avoir ce réflexe, on se rend compte que déjà que c'est un réflexe qu'il faut acquérir, parce qu'on a souvent le réflexe de j'ai fini avec un truc et je fais le au plus simple, c'est de le poser devant moi. Mais on se rend compte aussi que ça prend 5 secondes d'aller le ranger, de le mettre à sa place, à la place qu'on lui a attribuée, n'est-ce pas, dans l'étape précédente. Et puis ça limite grave l'accumulation de bazar. Donc si on finit sa tasse de thé, on la laisse pas traîner sur la table, on va la mettre dans l'évier ou dans le lave-vaisselle. Si on utilise une paire de ciseaux, pareil, on ne pose pas juste devant nous, on va la ranger à sa place. Si on se met en pige, on jette pas ses affaires du jour sur une chaise, on les met au sale ou bien on les range, etc. Donc c'est vraiment juste des petits trucs comme ça au quotidien quand on utilise des choses dans sa maison. À chaque fois, on range. Et ça prend 5 secondes, mais ça permet d'éviter justement qu'il y ait un petit objet plus un petit objet plus un petit objet plus et ça permet aussi d'éviter que le bazar appelle le bazar, parce que c'est ce qui se passe en fait. Si on voit un espace en bordel, inconsciemment, c'est dommage, j'ai vraiment évité jusqu'ici de dire bordel et puis ça a lâché. Si on voit un espace en bazar, dérangé, on va inconsciemment se dire cet espace n'est pas respecté, donc ça me donne l'autorisation d'ajouter à la pile, ça changera pas grand chose, voilà, c'est déjà en bazar, donc un de plus, un de moins, on s'en fout pas. Et c'est comme ça que ça s'étend, ça prend de l'ampleur. Et je pense que c'est d'autant plus vrai si on vit pas seul, si on a des enfants, si on commence nos enfants voient que à cet endroit-là c'est le bazar, voilà, je fais la même chose quoi. Je vais pas m'embêter à les ranger alors que c'est déjà le bazar. Donc c'est un moyen de s'entraîner et de s'entraîner à ranger plus régulièrement pour éviter d'atteindre un moment où ça devient overwhelming en fait. J'ai pas non plus envie de passer ma vie à ranger, nettoyer, donc ce mantra fait que quand j'utilise quelque chose, je le range direct, et si je vois un truc à nettoyer, ça me prendrait moins de 5 minutes. Si je vois qu'il y a un truc à nettoyer qui me prendrait moins de 5 minutes, je le fais tout de suite pour éviter que ça s'accumule et que je me dise ça va me prendre 1 heure de ranger cette pièce, je le ferai à un autre moment, quand j'aurai le temps, et puis j'ai jamais le temps ou j'ai jamais l'envie et je le fais jamais, quoi. Et dans mon ancien espace, c'était devenu un peu comme ça, surtout que je vivais pas seule, et que je voyais l'état du salon et je me disais voilà, c'est bon quoi, enfin ça sert à rien de faire un effort parce que déjà ça va me prendre un temps énorme de tout nettoyer, de tout ranger. Donc j'ai la flemme et puis il y a du bazar partout, donc autant voilà, ça donne moins envie de le respecter l'espace en fait. Alors que si on fait les choses vraiment au fur et à mesure, à chaque fois qu'on passe, à chaque fois qu'on à chaque fois qu'on utilise un objet, c'est beaucoup moins épuisant. Voilà, c'est beau et effectivement, comme tu dis, de vivre dans un espace qui est bien rangé, qui est propre, c'est hyper reposant
visuellement, déjà, c'est vraiment reposant mentalement. Et puis, quand on voit un petit truc en désordre, c'est beaucoup plus facile de se dire, bah, je m'en occupe tout de suite parce que ça va me prendre 2 minutes, quoi. Voilà. Donc, mes conseils lifestyle du jour. Excusez-moi. Alors, question suivante. J'écoutais ton podcast à propos de la fatigue et des pensées négatives. Qu'en est-il de la douleur? J'ai remarqué qu'avec le mal de dos, les jours où ça tire trop, je vis encore plus mal le manque d'interaction au bureau. Tout m'affecte plus vite et plus durement. Heureusement que je peux plier bagages et let go October. Alors, je pense que tu as carrément raison. Je pense que tu as tout à fait raison. La douleur nous affecte comme la fatigue. Et en fait, je trouve même que la douleur fatigue déjà physiquement parce que notre corps utilise plein d'énergie pour nous aider à guérir, pour essayer de nous faire guérir, mais aussi mentalement parce que c'est épuisant d'avoir mal en fait. C'est épuisant parce qu'on peut pas profiter de la vie pleinement quand on a mal. C'est toujours là, c'est toujours en arrière-plan. Euh, j'ai vu d'ailleurs sur un site assez sérieux, hein, sur psychiatry.org, qu'on estime que 35 à 45% des gens qui souffrent de douleurs chroniques souffrent également de dépression. Donc, pour vous dire le poids de la douleur sur la santé mentale, c'est fou, quoi. 35 à 45% des gens qui souffrent de douleurs chroniques, c'est énorme. Là, j'ai un rhume depuis une semaine, c'est juste un petit rhume, mais je me sens épuisée en permanence et même dès le réveil, en fait, je me réveille et je sens, putain, je suis fatiguée, quoi. Je suis encore épuisée alors que je fais des longues nuits. Mais je me réveille souvent parce que je tousse et puis bah, mon corps est fatigué, il lutte contre le virus. Et je vois bien que ça me rend aussi vachement plus sensible au tracas du quotidien, en fait. Donc pour moi, ouais, douleur et fatigue, c'est vraiment très 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 lié. Et l'impact sur la santé mentale est également très similaire. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous encourage toujours à avoir une bonne hygiène de vie en termes de mouvement, de self-care, de prévention du stress. Parce que je vois beaucoup de gens qui souffrent de douleurs chroniques qui auraient pu être évitées s'ils avaient trouvé plutôt une forme d'exercice qui leur plaît, qu'ils avaient des habitudes au quotidien qui empêchent la douleur de s'installer et de devenir chronique. Donc voilà, je travaille beaucoup avec les gens sur ça, sur l'allègement, la gestion de la douleur et la prévention aussi de la douleur pour éviter que le stress, que les mauvaises habitudes, que le manque de mouvement rendent cette douleur chronique et pourrissent la vie et voilà, et de voir que de 35 à 45% des gens souffrent également de dépression, enfin de gens qui ont une douleur chronique souffrent également de dépression. Je trouve que c'est un chiffre qui fait froid dans le dos, quoi. Donc ouais, clairement, je sais que t'as des douleurs dans le dos et ça m'étonne pas du tout que ça affecte aussi que quand ça te lance trop, ça affecte ta capacité à supporter le reste en fait. Mmh. Ok, dernière question. Quel conseil pour le changement d'heure? Alors, oui, c'est vrai que c'est le changement d'heure ce week-end. Je l'ai appris avec cette question. Je suis complètement déconnectée. Donc c'est le changement d'heure, mais c'est le changement d'heure un peu plus facile. C'est le changement d'heure où on gagne 1 heure de sommeil. Mais ouais, ça nous perturbe toujours un petit peu et de plus en plus, je trouve, avec l'âge. Pour commencer, bah, une bonne hygiène de sommeil, ça c'est sûr. Je dirais que on peut s'y ajuster graduellement. Je pense que j'en avais déjà parlé l'année dernière. J'avais eu la même question l'année dernière de quelqu'un d'autre. On peut s'y ajuster graduellement. Genre aller au lit 10-15 minutes plus tôt, quelques jours avant, pour éviter du attends, je suis complètement perdue dans on va gagner 1 heure, n'est-ce pas? On va gagner 1 heure. Mais je pense que ça marche quand même. Donc s'y ajuster graduellement en allant au lit un petit peu plus tôt. Ah j'adore, ça c'est un une gymnastique logique que je suis complètement incapable de faire.
Mais en gros, voilà, s'y ajuster graduellement les jours d'avant. Et puis surtout passer directement à la nouvelle heure en fait. Le dimanche matin, faites comme si c'est la nouvelle heure. Voilà, passez directement à la nouvelle heure. Faites peut-être une petite routine de yoga dimanche matin pour détendre le corps, pour pour bien accueillir la journée, c'est toujours une bonne idée. Et puis un petit café, seulement le matin, bien sûr. On va se balader dehors pour prendre un peu d'air frais et de soleil dès le matin. Aussi une bonne idée pour reset pardon, notre cycle circadien. Donc voilà, et s'assurer que le dimanche soir vous ayez sommeil, pas trop tard. Et puis voilà, ça va rouler, ça va, comme dit. N'hésitez pas quand même, je dirais, à profiter de cette heure supplémentaire surtout si vous avez tendance à ne pas avoir assez de sommeil dans votre semaine. Donc ouais, profitez du fait que ce soit le changement d'heure plus facile à gérer. Et un peu de yoga, un petit café le matin. On va se balader dehors pour prendre l'air, pour prendre le soleil, s'il y a du soleil, je suis pas sûre. Il y en a ce matin en tout cas, on est mercredi. Donc j'espère que ce sera le cas dimanche aussi. Et puis voilà, il y a pas de secret, juste si vous avez déjà une bonne hygiène de sommeil, une bonne hygiène d'exercice, tout ça, ce sera beaucoup plus facile que forcément si vous n'en avez pas. Donc si vous n'en avez pas, je peux vous aider à le faire. N'hésitez pas à me contacter, allez voir dans les notes de l'épisode. Et j'adorerais vous aider à mieux supporter le changement d'heure et puis même la vie en général, le stress, et vous aider à avoir une routine de mouvement que vous adorez, qui vous fait du bien. Et voilà, j'ai réussi à pas trop tousser, je suis super contente. Je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Merci beaucoup pour les questions du jour, c'était top. Et à la semaine prochaine. Passez une très bonne journée. Bye bye.